Hello. Alors là, je suis en route vers Notre-Dame, en chemin vers Notre-Dame, à 10 jours de sa réouverture après l'incendie. Et je vais vous en parler. D'abord, je vais y aller, je vais vous la montrer. Mais déjà, je commence à en parler en revenant au 21 mai 2013. Ce jour-là, à 16 h, un intellectuel d'extrême droite, Dominique Vénère, se suicide par arme à feu devant l'autel de Notre-Dame. Alors, cet homme, c'est un ancien officier de la guerre d'Algérie. Il a fondé une revue nationaliste d'extrême droite pour promouvoir la guerre d'Algérie. Il a fondé des mouvements, il a fait partie de plusieurs mouvements d'extrême droite et on l'a appelé le père de l'extrême droite, de la nouvelle extrême droite, de l'extrême droite moderne en France. Voilà, c'était, je précise bien sûr, mais on l'a deviné, un partisan de l'Algérie française. Et puis, de ce qu'on a appelé ensuite la théorie du grand remplacement, le droit du sol et le droit du sang. Voilà, c'était sa philosophie pour exclure du pays tous ceux qui n'avaient pas ce droit du sang. Donc une philosophie racialiste, évidemment, dont il avait trouvé des racines chez Heidegger, un philosophe qui l'inspirait, comme il inspire beaucoup d'intellectuels français qui se refusent à voir son nazisme. Et pas seulement à l'extrême droite. Là, ici, on ne peut pas encore passer. Je vais faire le tour. Voilà, je ne peux pas l'approcher plus près. Voilà. Et je fais une pause pour vous dire ce que j'ai à vous dire. À la suite. Alors je me mets aussi à distance que possible avec mon téléphone pour que vous voyez Notre-Dame à l'arrière-plan. Donc maintenant il faut parler de l'incendie. L'incendie qui a ravagé Notre-Dame et qui a traumatisé beaucoup les Français, mais pas seulement les Français, parce que c'est une cathédrale évidemment tellement symbolique et tellement attachante, notamment grâce à Victor Hugo. Et donc les 15 et 16 avril 2019, elle a été ravagée par un incendie dont on ne connaît toujours pas les causes, peut-être un court-circuit, s'il y avait des travaux. En tout cas, ce traumatisme est arrivé alors que la France était déjà dans une crise très terrible, celle des Gilets jaunes, qui depuis octobre de l'année précédente ont manifesté, et c'était un grand mouvement populaire. Je ne vais pas le rappeler ce que c'est, tout le monde le sait, mais qui a été surtout réprimé d'une façon terrible par le gouvernement de Macron. Donc c'est avec une répression policière et judiciaire, parce qu'il y a eu même des peines de prison, des condamnations, comme on n'en avait jamais vu avant pour des mouvements sociaux, et puis des répressions physiques terribles aussi. Je crois qu'il y a plus de 350 personnes qui ont été blessées à la tête, dont 35 je crois éborgnées par les flashballs, des gens qui ont été mutilés par les grenades désencerclantes. Ça a été vraiment
terrible. Et puis d'ailleurs les gilets jaunes ils existent toujours, hein. Ils sont pour l'instant un peu en pause, disons, mais je ne sais pas s'ils peuvent reprendre. Et donc en plein dans ces mois de fureur et d'oppression en France et à Paris, voilà que Notre-Dame brûle. Et on voit ces images terribles de Notre-Dame en feu. Là-dessus, que fait Macron? Aussitôt, il promet de la reconstruire en 5 ans. Un défi qui paraît près de l'impossible à beaucoup d'architectes et de spécialistes qui pensent qu'il faut beaucoup plus de temps, mais non, lui il y tient, il veut le reconstruire en 5 ans. Alors pourquoi je pense que ce besoin qu'il a eu de réagir comme ça aussitôt et de vouloir reconstruire, il me semble que c'est comme s'il avait un sentiment de culpabilité à propos de ce qu'il faisait à la France. Parce que, voilà, il maltraitait la France, il la détruisait. Déjà, bon, ça sera sûrement l'objet d'une autre vidéo, mais dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a chassé les journalistes de l'Élysée. On a tout de suite compris que, enfin, beaucoup n'ont pas compris, mais les observateurs assez avisés ont compris qu'il allait bafouer complètement la démocratie. Et là, avec cette crise des Gilets jaunes, c'était flagrant. Voilà que là-dessus, Notre-Dame brûle. Et lui qui s'était présenté pendant sa campagne présidentielle comme une espèce de sauveur christique, c'était vraiment ça. Même sa femme le présentait comme ça. Voilà le jeune sauveur de la France. Alors que c'était une inversion des valeurs totale. Peut-être qu'il a... parce qu'il y avait un certain délire là-dedans dans lequel il marchait. Hein. C'était pas seulement pour embobiner les gens. Je crois que lui-même avait s'embobiné lui-même en quelque sorte. Et là, comme une espèce de punition tombée du ciel. Donc il a voulu tout de suite l'effacer, tout de suite reconstruire comme si ça n'avait pas eu lieu. Bon, il fallait au moins 5 ans, c'est sûr, mais le plus vite possible. Donc ça a été fait, voilà que dans 10 jours, la cathédrale va réouvrir. Avec, comme on ne s'est pas donné le temps de réfléchir au bon moyen, au meilleur moyen de reconstruire, on l'a fait à l'identique. C'était aussi une volonté de Macron, comme vraiment pour effacer cet incendie, faire comme si ça n'avait jamais existé. Donc on a sacrifié des centaines de chaînes bicentenaires qui avaient au moins 200 ans, parfois plus, et puis des milliers de chaînes centenaires. Enfin bon, on a sacrifié toute une forêt alors que c'est pas la chose à faire parce que la cathédrale a brûlé par le bois et elle peut très bien rebrûler par le bois malheureusement. Et on a reconstruit d'autres cathédrales avec d'autres matériaux qui sont beaucoup plus sûrs et beaucoup plus écologiques. En plus, on a remis du plomb aussi, etc. Enfin, ça a été fait vraiment sans souci ni écologique ni de respect des autres interlocuteurs qui auraient pu amener leur avis, apporter leur avis, et quelquefois ils l'ont fait, mais on ne s'en est pas soucié, il fallait faire la volonté de Macron. Alors seulement, bien sûr, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi à réparer ces torts, et ça a continué la fascisation de la France, en fait. Au mois de juin dernier, Macron ayant largement perdu les élections européennes, son parti ayant été battu à plate couture aux élections européennes, vexé certainement, en tout cas sur un coup de tête, encore une fois, là, il y a des pulsions
Il a dissous l'Assemblée nationale au moment où le Front National, enfin le RN, le Rassemblement National, était au plus haut, donc en lui donnant vraiment toutes ses chances d'être majoritaire à l'Assemblée. Sur ce, ça a été fait dans la précipitation. Malgré tout, la gauche française s'est organisée, la France s'est organisée et a réussi à faire barrage au Rassemblement national. Alors bon, on peut penser que c'est pas exactement démocratique, mais après tout, c'est le système d'élection qui est comme ça et qui permet ça. Donc il n'y a pas non plus de faute proprement dite. En tout cas, le Rassemblement national a été battu par la gauche. Donc Macron aurait dû là-dessus évidemment nommer un Premier ministre issu de la majorité, donc issu de la gauche, et au lieu de ça, il a piétiné le résultat des élections. Il a nommé un gouvernement très longtemps après, laissant encore son gouvernement en place qui a pu prendre des dispositions pour rester quand même dans certains postes. Et finalement, nous avons comme ministre de l'Intérieur un Bruno Retailleau qui est exactement un ministre de l'Intérieur d'extrême droite, même s'il ne se réclame pas de l'extrême droite. Enfin, tout. Et finalement, cette précipitation à reconstruire Notre-Dame, à quoi ça a servi? Que Notre-Dame soit vite reconstruite, oui, mais est-ce que d'une part, on a eu le temps de faire notre deuil de cette destruction et de faire le chemin vers la reconstruction? Une reconstruction lente aurait été beaucoup plus dans l'esprit de la spiritualité. Les cathédrales, elles ont toujours mis très longtemps à se construire. Là, on va avoir une cathédrale toute neuve, flambant neuve, avec des pierres toutes rutilantes, ce qui n'a jamais été le cas. Ça sera la première fois parce que quand elle a commencé à être construite, le temps qu'elle soit finie, les pierres étaient déjà patinées par le temps. Là, non, ça ne sera pas le cas. Et qu'est-ce que ça signifie par rapport à ce suicide dont je parlais au début de Dominique Vénère, ce suicide de cet homme d'extrême droite? Finalement, c'est comme s'il revivait parce que voilà, on a un ministre de l'Intérieur qui reprend exactement ces thèmes. On a une France en général et avec Macron qui se range du côté de l'extrême droite à plusieurs égards, notamment dans la politique internationale, donc avec le soutien à Netanyahou. Alors bien sûr maintenant que Netanyahou fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, on a des résistants de la dernière heure qui commencent à dire oui, bon, ils sont un peu obligés parce que, à part les États-Unis qui ne reconnaissent pas la CPI, tout le monde admet qu'il va falloir se plier à la décision de la Cour pénale internationale. C'est ce que j'appelle les profanateurs de Notre-Dame. Ça a commencé en ce début du XXIe siècle avec un intellectuel d'extrême droite et ça finit avec des politiciens d'extrême droite qui se réclament de l'extrême droite ou qui ne s'en réclament pas mais qui font exactement son jeu et qui maintenant veulent nous donner l'illusion d'une réparation nationale, voire d'une réparation spirituelle avec la réouverture de Notre-Dame. Alors on sait que Macron voulait la réouvrir lui-même et puis donner ensuite les clés à l'archevêque dans un geste évidemment d'orgueil qui est vraiment caractéristique de son tempérament. Et l'archevêque a refusé ça et puis des associations ont protesté aussi. Finalement, c'est l'archevêque qui, selon la tradition, ouvrira Notre-Dame et accueillera Macron, qui ne fera pas son discours à l'intérieur de la cathédrale comme il voulait le faire, mais sur le parvis.
Et maintenant, comme nous avions eu des condamnations et des avertissements, disons, de l'ONU, d'Amnesty International, de différents organismes et associations qui défendent les droits de l'homme à propos de la répression abusive des Gilets jaunes, et maintenant il y a aussi beaucoup de juristes qui dénoncent l'abus qui est fait de la loi sur l'interdiction de l'apologie du terrorisme. Une loi qui était autrefois inscrite dans le droit de la presse, ce qui paraît logique, et qui depuis l'année dernière a été inscrite au pénal. Alors je suis pas juriste, je ne vais pas vous expliquer moi-même la différence, mais en tout cas la différence qu'on constate, c'est qu'elle a permis des centaines d'abus. Il y a eu des centaines de gens qui ont été inquiétés en fait au motif de l'apologie du terrorisme, alors qu'ils avaient tout simplement défendu la Palestine. Il y a même eu des gens emprisonnés. C'est un abus extraordinaire qui a touché même des députés, du personnel politique, qui bien entendu ne faisaient jamais l'apologie du terrorisme, mais qui dénonçaient le génocide israélien, qui dénonçaient les méthodes de Tsahal et qui surtout défendaient la Palestine et les Palestiniens. C'est cet emploi abusif de cette loi et qui muselle la liberté d'expression en France encore un peu plus et qui voilà, continue d'achever la République, la démocratie. C'est pas fini, on ne sait pas où on va, mais on suivra. À bientôt. Ciao.